Des esprits garés nous hantent. Ils ne peuvent plus nous quitter. Des gens ont été témoins de leur présence et leurs récits sont demeurés gravés dans nos mémoires. Et ces esprits sont toujours vivants. Découvrez avec nous des maisons encore pleines de souvenirs troublants. Des maisons qui ressemblent étrangement à des maisons près de chez vous. Deux âmes troublées d'un amour éternel vivent encore ici. Soudain, j'ai senti les poils se dresser sur mon bras gauche, puis sur mon cou, puis sur mon bras droit. Je me suis tourné vers l'escalier et j'ai vu Julie monter les marches. Il y a clairement une présence ici. Ils se sont battus pour ce qui leur appartenait, et leur combat s'est terminé dans un bain de sang. La colère les avait poussés à faire des choses horribles. Ces âmes sont encore ici, demandant réparation. Les péchés d'un père ont-ils mené à la naissance d'un enfant difforme? Il croyait qu'il avait des sabots, une queue. Cet enfant était-il un don de Satan? Et pourquoi est-il toujours ici à rôder dans la pénombre? Suivez-nous à la découverte de maisons hantées. Des histoires étonnantes d'esprits troublés et d'âmes torturées. À Lucan, en Ontario, un énorme secret habite encore la ville. Tout a commencé en 1880 dans la maison des Donnelly. Le théâtre authentique d'un massacre sanglant lorsque toute une famille est assassinée dans un acte de vengeance féroce animé de peur et d'ignorance. Il y a plus d'un siècle, les Donnelly vivaient ici. Ils ont préféré mourir plutôt que de quitter leur maison. Et aujourd'hui, leurs âmes refusent de partir. Leur emprise sur cette maison semble inépuisable. Joanna Donnelly, la mère, travaille sans relâche pour améliorer les conditions de vie des siens. James, son mari, est un homme passionné, d'humeur parfois explosive. Et à la fin, ils sont morts brûlés vifs. Rob Sauls et sa famille vivent ici depuis maintenant une dizaine d'années. Il y a des nuits où tout est très calme et soudainement, je suis réveillé par les bruits de 4 pas distincts dans l'escalier. Je me lève, j'ouvre la porte et je vais voir si mon fils dort bien. Chaque fois, il dort profondément et il n'y a personne dans l'escalier. Mais clairement, il ne s'agit pas d'un rêve lorsque Charlie, le fils de Rob, aperçoit les Donnelly. Je jouais sur le plancher et j'ai entendu du bruit dans le corridor. Je me suis tourné vers le corridor et j'ai vu ce qui semblait être une famille. Il y avait un homme, une femme et 3 petits-enfants. Ils portaient des vêtements qui semblaient dater du 19e siècle. L'histoire des Donnelly commence dans un vieux pays, rempli de souvenirs anciens, à l'autre bout de l'océan. En 1842, l'Irlande est une île de pauvreté. Seuls les plus forts ont des chances de survivre. Les Irlandais catholiques se sentent prisonniers de leur sort. Les lois britanniques leur interdisent de posséder des terres dans leur propre pays. Joanna travaille comme domestique dans une grande maison. Très jeune, elle apprend l'importance de présenter une image robuste. Je crois que derrière ce visage dur et déterminé, il y avait une femme très douce, avec un grand cœur. Une petite fille prisonnière d'un corps trop grand pour elle. James est conducteur de charrette et il partage des rêves secrets avec Joanna. Il était très décidé. Et lorsqu'il manquait de courage, je pense que Joanna en avait pour 2. Je crois qu'elle encourageait James à ne pas se laisser faire. James et Joanna se marient et ils émigrent au Canada vers une terre promise, dans un pays difficile où ils pourraient enfin s'établir. Ils cherchent un sol dans lequel ils pourront planter leurs racines et cultiver une nouvelle vie. La terre était comme un rêve impossible. Elle était la source de la richesse, du pouvoir et de l'autonomie. C'était le grand rêve de tous les Irlandais. Ils triment dur à défricher la terre pour la rendre arable. Ici, en Amérique du Nord, ils peuvent devenir propriétaires d'une terre s'ils réussissent à la défricher.
Jour après jour, au fil des ans, ils s'approchent de leur but. Dans ce coin de pays toujours rude, Joanna donne naissance à 7 enfants. La vie est rudimentaire, mais tous ces défis la motivent. Et son attachement à sa nouvelle terre devient rapidement inébranlable. Ils ont mérité leur propriété en travaillant très fort et en refusant de céder. Finalement, une fois leur terre apprivoisée, les Donnelly construisent une grange. Une étape importante qui les rapprochait de leur titre de propriété pour lequel ils avaient travaillé si fort. L'énergie est très forte ici. Il y a vraiment une présence importante dans cette grange. L'esprit me dit que la grange était un vieux rêve pour lui, que tous leurs rêves et leurs efforts sont enfouis dans ce sol. Il dit qu'ils ont travaillé sans relâche pour exploiter cette terre. Mais James et Joanna sont bafoués. Leurs propriétaires n'acceptent de leur vendre qu'à la moitié de la terre promise, seulement la moitié de la terre dans laquelle ils avaient investi tant de sueur et de sang. La propriété qui devait être à eux est divisée le long de cette ligne. La portion cultivée leur est enlevée, mais donnée à un voisin nommé Patrick Farrell. Cette division de leur terre est comme un coup de glaive au cœur. Elle rappelle les injustices de l'Irlande. Les Donnelly se sont exploités et ils veulent se venger. Ils étaient tenaces et ils n'avaient pas peur de se battre pour survivre. Ils voulaient une certaine qualité de vie et ils étaient prêts à tout pour l'obtenir. James Donnelly subit ensuite les provocations de Patrick Farrell, son ennemi. Farrell voulait le chasser de ce qui lui restait de sa terre. Donnelly explose de colère et il se bat avec la rage des gens dérobés de leurs possessions. Dans le feu de l'action, hors de lui, il se venge finalement de son rival. Il tue Farrell. Pour la première fois, du sang était répandu dans cette querelle. Et ce n'est qu'un début. Au palais de justice de London, en Ontario, James Donnelly est finalement reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Mais certaines personnes s'élèvent contre le jugement de la Cour. Très rapidement, pendant que Donnelly attend son rendez-vous fatal avec le bourreau, un nombre incroyable de gens signent une pétition demandant la clémence des autorités. Sa sentence est retardée de 7 ans, qu'il doit passer dans une cellule aux dimensions d'un véritable cercueil. Comme cette ligne qui avait divisé sa terre, la querelle des Donnelly divisait maintenant la communauté. Chaque famille se range d'un côté du débat, transformant ainsi de vieilles amitiés en de nouvelles querelles. Et pendant ce temps, seule sur Terre, Joanna doit élever ses enfants. C'était une femme exceptionnelle qui était très déterminée. J'ignore comment elle a fait, mais elle a réussi à s'accrocher et à conserver sa ferme. Joanna traverse des années très difficiles. Très vite, son cœur se change en pierre. Alors que leur père moisit en prison, les jeunes Donnelly sont constamment victimes des plaisanteries cruelles de leur entourage. Les enfants disaient « Avec qui couche ta mère depuis que ton meurtrier de père dort en prison pour avoir assassiné son voisin ?» Et tout de suite, la bagarre commençait. Puis les garçons couraient trouver leur mère au fond des champs pour tout lui raconter. Et Joanna devait retenir sa colère sans rien dire. Elle préparait peut-être déjà sa vengeance. Elle pensait peut-être aller corriger les enfants qui répandaient ses horreurs. C'était une femme très fière, et je suis certain qu'elle acceptait très mal ce genre de cruauté. Joanna sait que ses enfants vont devoir s'endurcir. Quelqu'un a raconté qu'elle priait à genoux pour que ses fils brûlent en enfer pour toujours, si jamais ils pardonnaient à leurs ennemis et qu'ils refusaient de se venger.
Les gens qui aidaient les Donnelly demeuraient leurs amis pour la vie, mais ceux qui tentaient de s'en prendre à eux le payaient très cher. Après la pause, la conclusion troublante de la lutte des Donnelly pour obtenir justice et survivre. Dans la famille Donnelly, c'est Joanna qui enseigne à ses fils à se tenir debout, fiers et autonomes. Mais à mesure qu'ils grandissent, les jeunes Donnelly se mettent à terroriser leurs voisins du village de Lucan. Ils sèment la pagaille et provoquent les autorités. Un des frères Donnelly meurt au cours d'une mêlée. Ils buvaient un moment, puis ils déclenchaient des bagarres. Ce genre d'accrochage était toléré et les constables ne pouvaient rien faire pour les arrêter. Jim Grover a conservé certains vestiges de l'époque. Descendant d'une grande famille liée au passé et très intéressé par l'histoire, il possède un objet qui vaut une fortune à ses yeux. L'arme préférée de Joanna Donnelly, sa matraque. Tout le monde aimait raconter comment elle était très habile avec une matraque, comment elle était la plus coriace de toutes. Elle ne craignait personne lorsqu'elle allait en ville. On raconte qu'elle pouvait entrer dans un bar et se mesurer à 3 ou 4 adversaires à la fois, qu'elle pouvait tous les jeter dehors parce qu'elle n'avait jamais peur de qui que ce soit. Mais les frères Donnelly ont maintenant une réputation peu enviable. Ils sont rudes et agressifs. Ils n'hésitent jamais à enfreindre la loi. À Lucan, pendant que les gens se terrent dans leur maison, on libère finalement James Donnelly. Il allait maintenant retrouver sa liberté, mais il allait aussi être confronté à de nombreuses portes fermées. Les gens ne veulent pas de lui dans leur entourage, et les vieilles querelles s'enflamment à nouveau. On brûle des granges, et tout de suite une pluie d'accusations s'abat sur les Donnelly. Vivant dans un climat de terreur, certains croient même que Joanna est de connivence avec le diable. Beaucoup de gens accusaient Mme Donnelly d'avoir encouragé ses fils à commettre toutes ces choses. Certains disaient que c'était elle qui leur avait enseigné comment couper la langue d'un cheval. Quelqu'un a même raconté que Joanna avait montré à ses fils comment couper les traillons d'une vache. La résidence Donnelly se transforme peu à peu en véritable forteresse. Tous ceux qui s'en approchent sont perçus comme des agresseurs. Seuls les amis et la parenté immédiate peuvent y pénétrer. La maison dégage une sorte de chaos, une sorte de crainte des événements à venir et de leurs conclusions. On a l'impression que tout est hors de contrôle. Toute la maison est imprégnée de ce genre d'énergie. Le père John Connolly, un prêtre des environs, connaissait toutes les légendes entourant les Donnelly et il avait son opinion sur toutes ces histoires. On raconte que le père Connolly avait dit un jour que Jim Donnelly était le pire démon qu'il avait jamais rencontré, que Joanna Donnelly était possédée du diable et qu'un jour elle allait mourir dans un fossé. En chair, le père Connolly excite les passions qui allaient sceller la destinée des Donnelly. Il demande à ses fidèles de se regrouper et de chasser le diable de sa paroisse. Il va même jusqu'à leur offrir des cris de ralliement. Bill Ryder est un descendant d'un des membres de cette milice d'épuration. Il y a 115 ans, à cet endroit précis, on a incendié la grange de sa famille. Et tout comme ses ancêtres avant lui, il croit que les Donnelly sont responsables de l'incendie. La veille même de l'incendie de la grange, Joanna Donnelly avait prévenu que le bâtiment allait être brûlé. Selon moi, c'était probablement un accident. Quand on commet une erreur stupide qui détruit des bâtiments, il est souvent plus facile d'inventer une histoire que de blâmer quelqu'un d'autre. Alors que les flammes dévorent la grange des Ryder, la passion populaire dépasse les limites de la raison. Les gens se sont mis à blâmer les Donnelly pour toutes sortes de choses. Mais les Donnelly refusaient de quitter les lieux, même s'ils n'avaient aucune chance de gagner contre tous ces gens. Malgré cette colère populaire sans cesse grandissante, les Donnelly refusent de céder. James et Joanna ne quitteraient jamais leur terre. Il était prêt à mourir pour sa terre de rêve. C'est ce qu'il me dit présentement. Il ne pouvait plus reculer, il en était à un point de non-retour. Encore une fois, James Donnelly est traduit en justice dans cette cour de London en Ontario. On l'accuse d'incendie criminel cette fois-ci, et des accusations sont également portées contre Joanna. Et les preuves s'avèrent insuffisantes, et les Donnelly sont libérés. Déçue et furieuse, la nouvelle milice est maintenant décidée à se faire justice elle-même. Il y a 115 ans, ce vieux bâtiment de ferme était l'école Cedar Swamps. Une maison d'éducation le jour,
mais le berceau de nombreux complots durant la nuit. C'était le refuge préféré de la nouvelle milice. Le 3 février 1880, John Ryder, mon arrière-arrière-arrière-grand-père, a rencontré ses collègues de la milice ici, et tous ensemble, ils ont décidé de se faire justice et de se venger des Donnelly en obtenant des aveux signés. Ils se sont réunis ici, ils ont bu quelques verres et ils ont emprunté le chemin Roman pour aller visiter les Donnelly. Les ancêtres de Bill Ryder étaient maintenant emportés par une fièvre de passion qui allait les conduire ici, l'emplacement original de la maison des Donnelly. Ils avaient le sentiment que leur gagne-pain était menacé. Pour eux, c'était la seule façon d'éliminer la menace. Les gens se faisaient justice eux-mêmes. C'était leur façon d'obtenir justice. Alors que les forces du mal se réunissent, la colère gronde de plus en plus fort. Les colons et les voisins avaient désormais pris parti dans le débat. La folie prenait une ampleur inévitable. Le drame approchait de son dénouement. Puis le soir du 3 février 1880, une trentaine d'hommes se réunissent ici. Ils veulent se venger et la folie s'empare d'eux. C'est à ce moment-là que tout a éclaté. Plus d'une vingtaine d'hommes se sont introduits par la porte arrière en brandissant des bâtons. Le vieux Jim Donnelly a été le premier à tomber. Il a été victime de graves blessures à la tête. Bridget s'est sauvée de la cuisine pour aller dans la salle familiale encore sombre, puis vers la porte qui conduisait à l'étage. Elle a refermé la porte derrière elle et elle a couru jusqu'en haut pour aller se réfugier dans une grande pièce sans mur. Quelques instants plus tard, Tom Donnelly, qui faisait presque 1,80 m, a réussi à se libérer de ses agresseurs, les menottes au poignet, en hurlant dans la pénombre pour finalement se diriger vers la porte d'entrée. Et là, il a défoncé la porte avec son épaule et il a réussi à sortir jusqu'à cet endroit, juste ici. Et c'est là que les hommes de la milice l'ont attrapé. Ils l'ont attaqué par derrière, ils l'ont frappé dans le dos à plusieurs reprises à grands coups de fourche à foin. Johanna leur a demandé un moment pour prier. Ils lui ont lancé des injures en lui disant qu'elle avait eu suffisamment de temps pour prier. Et ils l'ont frappée à la tête. Elle est tombée juste ici. Puis, ils ont ouvert les réservoirs de leurs lampes et ils ont versé de l'huile à charbon un peu partout. Quelqu'un a ensuite suggéré qu'on verse de l'huile sur les lits. Ils ont donc imbibé les lits d'huile. Puis, ils ont vu Tom, qui n'avait plus ses menottes, essayer de s'asseoir en grognant. Quelqu'un a crié « Prenez une pelle et ouvrez-lui la tête !» Un des hommes s'est donc approché avec une pelle et il en a asséné 6 coups au jeune Donnelly pour lui ouvrir le crâne. On incendie ensuite la maison. Les corps de James et de Johanna, de 2 de leurs fils et d'une nièce sont consumés par les flammes. La folie atteint son paroxysme lorsque 4 voisins tentent de récupérer des ossements des victimes. À leur arrivée sur les lieux, les constables ont trouvé 4 crânes dans les cendres. Et lorsqu'ils ont voulu récupérer les corps, il n'en restait qu'un seul. Ils ont tenté de le soulever et le cadavre est tombé en poussière. Tous les restes encore transportables des Donnelly avaient disparu mystérieusement en l'espace d'une journée. 5 hommes sont accusés du massacre des Donnelly. Mais à la lumière du jour, ce ne sont que de simples fermiers et le jury les libère rapidement. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'un meurtre prémédité. Je crois qu'ils ont tenté d'obtenir des aveux des Donnelly et que soudainement quelque chose a mal tourné. Seuls les gens qui étaient impliqués dans la tragédie savent ce qui s'est réellement passé et ils ont emporté leurs secrets avec eux en mourant. Certains racontent que Johanna avait jeté un sort à ses agresseurs avant de mourir. Une autre superstition venait de naître. Le Noël suivant le massacre, un des meneurs de la milice voyageait en traîneau avec sa famille et il a voulu passer par-dessus les voies ferrées à environ 2 km au nord de Lucan. Il a tenté de traverser avant l'arrivée du train, mais c'est le train qui a gagné la course. L'homme, sa femme, son frère et sa sœur ont tous été tués dans l'accident. Et évidemment, cela a redonné de l'élan à toutes ces histoires de sortilèges. Dans la ville de Lucan, la véritable malédiction se fait sentir dans les différends qui divisent les citoyens. Il y avait 2 clans. D'un côté, les gens ne voulaient plus parler de cette histoire, et de l'autre, on refusait de l'oublier. Dans l'église même où on avait dénoncé les Donnelly comme étant des suppôts du diable, la congrégation priait maintenant pour obtenir le pardon.
Nous voulions faire des recherches et interroger diverses personnes. Des gens m'ont dit de ne pas m'en mêler. Sinon, je risquais d'être abattu d'une balle perdue. Lorsque j'étais enfant, nous n'avions pas le droit de prononcer le nom des Donnelly à haute voix. Au milieu de toutes ces questions, jaillit finalement une leçon importante. La majorité de ces personnes étaient de braves gens, mais la colère les avait poussés à faire des choses horribles. Je ne suis pas un partisan des Donnelly, mais je crois que le temps est venu de les laisser dormir en paix et de pardonner à ceux qui se sont sentis justifiés de les attaquer. La paix de l'esprit est une chose très importante pour tous les Irlandais. Un descendant des Donnelly a planté 5 arbres à la mémoire des morts. 2 de ces arbres sont encore là. Comme James et Joanna, ils se nourrissent de cette terre unique. Ils y sont solidement enracinés. Il y a eu des fois où j'étais assis seul ici dans la maison, à lire calmement, et où j'entendais quelqu'un marcher sur le balcon. J'entendais des bruits de pas à l'extérieur, puis ces bruits traversaient le seuil de la porte. Je me levais pour essayer de savoir ce qui se passait et voir si quelqu'un était là. Je traversais la maison, ici, et je ne trouvais jamais personne. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je sentais clairement qu'il y avait quelque chose qui faisait ces bruits. Les flammes de l'enfer sont souvent provoquées par la peur ou par des rumeurs de toutes sortes. En réalité, seule la compassion humaine peut réellement nous sauver. Dans un moment, nous retournerons à une époque où un homme riche et une femme modeste se sont battus avec acharnement pour vivre ensemble. Un endroit où, encore aujourd'hui, cette jeune femme hante la maison où elle avait vécu une passion clandestine. Elle était belle. Sa peau était satinée et ses cheveux sentaient le printemps. Elle s'appelait Julie, et comme la Juliette de Shakespeare, elle est morte pour l'homme qu'elle aimait. La tragédie a eu lieu dans cette maison de la Nouvelle-Orléans en 1829. Julie est une jeune femme de race noire, l'homme qu'elle aime est de race blanche. Leur passion ne peut s'exprimer librement que derrière des portes closes. Mais cette passion allait être éternelle. Aujourd'hui, l'esprit de Julie hante encore cette maison, l'endroit même où elle avait livré son cœur. Carrie Roy, une voyante, peut sentir son bonheur. Elle était jeune et elle était amoureuse. Elle n'avait pas envie d'aller ailleurs. Les esprits sont comme les gens ordinaires et ils demeurent là où ils se sentent bien. En 1830, la Nouvelle-Orléans était réputée pour ses nombreux plaisirs sensuels. C'était un endroit où les gens se mêlaient les uns aux autres, des Français, des Anglais, des Noirs, des Blancs. C'était aussi un endroit où les passions clandestines étaient très fréquentes. Les femmes les plus exotiques, comme Julie, étaient surnommées autochtones. Des femmes dont un des grands-parents était de race noire, de véritable beauté très prisée des hommes de race blanche. Les gens croyaient que les femmes d'origine africaine étaient très sensuelles et qu'elles existaient uniquement pour le plaisir de l'homme blanc. Je le dis parce que c'est vrai. Pour ces femmes, une liaison de cœur avec un homme blanc représentait une chance d'accéder à une meilleure qualité de vie. Elles vivaient avec un homme durant 20, 30, 40 et même 50 ans. Et finalement, elles héritaient des propriétés de cet homme. Elles avaient des enfants avec eux et elles les faisaient baptiser. Plusieurs ont accédé à la liberté ainsi. Évidemment, cette liberté se transmettait à leurs enfants et tous leurs descendants. À la Nouvelle-Orléans, dans le quartier latin, ces relations clandestines trouvent enfin un foyer qu'on surnommait maison de plaçage. Des maisons de plaisir achetées par des hommes qui voulaient vivre une relation à long terme avec une seconde femme. C'était une sorte de double vie pour l'aristocratie de race blanche. Ces hommes avaient une femme de race blanche qu'ils retenaient sur une plantation quelque part ou dans un appartement dans un autre quartier. Et ils avaient une maîtresse de race noire. Ces gens avaient deux familles en même temps dans la même ville. Les premières frictions raciales sont nées ainsi, mais il s'agissait surtout d'accrochage entre femmes. Julie avait entendu parler de la vie luxueuse dont profitaient ces maîtresses d'hommes blancs. Mais elle était une femme de nature romantique et pieuse qui rêvait d'un véritable mariage.
Elle avait été élevée dans la religion catholique et elle voulait avoir un mariage catholique dans une ville catholique. Elle voulait un mode de vie traditionnel. Très souvent, les femmes comme Julie pouvaient se faire passer pour des femmes blanches. Elles étaient libres légalement, mais elles demeuraient prisonnières de vieux préjugés. Toutes les femmes noires devaient porter un foulard qui les distinguait des femmes blanches. Et elles le portaient fièrement, même si c'était un symbole de racisme. La Nouvelle-Orléans était réputée pour son Quadroon Ball, un endroit où ces femmes mulâtres pouvaient rencontrer des hommes riches de race blanche. Poussée par sa famille, Julie n'a que 16 ans le soir de sa première sortie au Quadroon. L'endroit est somptueux et éblouissant, puis elle rencontre Zachary. Le Quadroon Ball était un endroit terrifiant pour elle. Les hommes étaient polissons et vulgaires. Elle en avait peur, mais c'est ainsi qu'elle a rencontré un homme qui lui a semblé être très respectable, et elle est devenue amoureuse de lui. Il invite Julie à danser, et elle est aussitôt séduite, littéralement emportée par un tourbillon romantique. La salle est grisante, les lumières sont scintillantes, et l'espace d'un instant magique, elle lui cède son cœur. Mais lorsque l'homme lui a fait une proposition, ça n'a pas été une demande en mariage. Il lui a proposé une liaison extra-conjugale. Julie est déçue, mais elle demeure très amoureuse de lui. Elle accepte en espérant un jour le convaincre de la demander en mariage. Zachary amène Julie dans sa maison de ville de la rue Royale. L'endroit allait être le refuge romantique clandestin de l'homme, mais il allait devenir le foyer de Julie. Zachary est un compagnon attentif et affectueux, et dans cette maison, seul avec elle, le monde n'a plus de couleur. Il l'a traitée comme on traite une poupée ou un petit animal domestique. Physiquement, c'était l'image qu'elle projetait. Elle était comme une poupée qui jouait à la maîtresse de maison. Elle adorait son train de vie et son rôle de dame de la maison. Même si elle était jeune et qu'elle n'était pas réellement la maîtresse des lieux, elle se prêtait à ce rôle avec un plaisir quotidien. Dans cette pièce, Julie et Zachary parviennent à ignorer le reste du monde. Pour eux, l'endroit est un véritable paradis. Elle lui offre son amour inconditionnel et il le lui rend en lui écrivant des poèmes. Tes lèvres sont comme un velours écarlate. Tu as ravi mon cœur. Ton amour est plus grisant que le meilleur des vins. Mais dehors, le monde est toujours hostile. Elle était comme prisonnière d'un étau. D'un côté, il y avait les Blancs qui se servaient d'elle, et de l'autre, il y avait des Noirs qui étaient payés pour la servir, mais qui la méprisaient parce que d'une certaine façon, elle était une des leurs, et ils avaient l'impression qu'elle s'était retournée contre eux. Chaque soir, au crépuscule, Julie s'abandonne à son rêve de mariage. Elle voulait se marier devant Dieu et devenir la mère des enfants de Zachary. Elle savait qu'un tel mariage était impossible, mais elle s'en fichait. Elle était Julie, la plus belle femme en ville. De sa fenêtre, Julie peut voir la cathédrale de Saint-Louis, la plus vieille en Amérique. Le tintement des cloches la ramène constamment à ses rêves de mariage. Ce mariage ne pouvait être légal, mais elle tenait à épouser Zachary devant Dieu. Je pense qu'elle était très consciente de ces réalités. Elle avait probablement eu l'occasion d'observer ce genre de relations autour d'elle, et elle savait qu'elle était dans un cul-de-sac. Mais lorsqu'on est jeune, on se sent parfois capable de réaliser l'impossible. Entre-temps, à la plantation familiale, Zachary découvre lentement que les valeurs morales du Sud sont contre lui. Son père est le maître tout-puissant des lieux, et si Zachary épouse Julie, il sera aussitôt déshérité. Julie ne pensait pas que ces choses étaient importantes. Tous les hommes de la ville voulaient l'épouser, pourquoi pas Zachary? Zachary se sent prisonnier. Il ne veut pas que les choses changent entre elle et lui. Julie est furieuse, elle a l'habitude d'obtenir tout ce qu'elle veut. Et lorsqu'elle ne l'obtient pas, sa frustration déborde. La querelle se joue dans la chambre à coucher.
La pièce, jadis imprégnée de tant de passion, est maintenant froide et sans amour. Il a commencé à désenchanter à son tour, parce que la passion de Julie n'était plus la même. Elle était maintenant froide avec lui. Elle assumait encore toutes ses tâches domestiques et conjugales, mais elle le faisait de façon mécanique, sans passion. Et cela a évidemment refroidi Zacharie à son tour. Au retour de la pause, nous verrons comment l'argent et les différences raciales peuvent séparer des gens qui s'aiment. Est-ce que le désir et la passion de Julie vivent toujours dans cette maison? Personne sur Terre ne peut aider Julie. Elle se tourne donc vers les forces de l'au-delà. Elle sent qu'elle a besoin de forces magiques pour conquérir Zacharie. Voici le tombeau de Marie Laveau. Il y a 160 ans, elle était surnommée la reine voodoo de la Nouvelle-Orléans. Voodoo Margaret est la descendante spirituelle de Marie Laveau. Julie voulait être l'épouse de Zacharie et non pas sa maîtresse. Julie visite la femme au milieu de la nuit en quête de magie voodoo. Julie était désespérée. Elle voulait demander l'aide de Marie Laveau. Elle lui a dit que Zacharie et elle s'aimaient beaucoup, mais qu'il ne pouvait lui exprimer son amour librement. Elle disait qu'il l'aimait beaucoup, mais qu'elle avait besoin de plus. Marie a tenté de réassurer Julie en lui donnant quelque chose qui allait l'aider à conquérir Zacharie et en lui promettant qu'ils seraient très heureux ensemble. Avec tous les pouvoirs qui m'ont été confiés, j'implore la lumière divine de protéger Julie et Zacharie. Que l'amour de Dieu puisse les envelopper, que sa puissance puisse les protéger et que sa présence puisse veiller sur eux partout où ils iront. Puissent-ils être en sécurité loin de tout danger. Que Dieu les bénisse. Julie sème une potion d'amour éternel ici même dans son jardin, en espérant qu'elle fera croître leur amour jusqu'à la fin des temps. Sache, Julie, que je suis l'émanation même de la grande puissance de l'univers. Que cette grande puissance est là pour s'assurer que Zacharie et toi vivrez heureux ensemble. Au nom de la sainte présence de Dieu, dans le meilleur intérêt de tous, j'enterre ce sac. Le sort en était ainsi jeté. Un lien éternel reliait désormais Julie à cet endroit. Tommy Mullen, le propriétaire actuel des lieux, a été témoin de la présence de l'esprit de Julie. Un jour, nous étions en train de faire de l'entretien dans l'immeuble, ici derrière, et j'étais debout devant l'escalier. Soudain, j'ai senti les poils se dresser sur mon bras gauche, puis sur mon cou et sur mon bras droit. Je me suis tourné vers l'escalier et j'ai vu Julie monter les marches en courant. Elle portait une longue robe blanche qui flottait sur son corps. Cette Julie éthérée va et vient dans la maison. On l'entend dans les chambres. Mais elle a maintenant une nouvelle compagne, Lisa Van Goren, la résidente actuelle de la maison. J'entrais dans la maison qui était encore sombre et j'ai entendu la porte de l'entrée s'ouvrir et se refermer. La serrure était vieille et elle avait un son bien distinct. Les chats étaient assis ici et ils étaient terrifiés. Ils étaient littéralement pris de panique, ce qui est très inusité parce qu'ils dormaient habituellement à cette heure-là. J'ai regardé dans la maison, mais je n'ai vu ni ombre ni mouvement d'aucune sorte. Puis lorsque j'ai allumé les lumières de la salle de bain, les chats se sont enfuis vers la porte d'entrée. J'ai entendu la porte en question s'ouvrir et se refermer. J'ai couru pour voir ce qui se passait, mais je suis arrivée trop tard. Elle était déjà partie. La potion voodoo ne fonctionne pas. Les prières de Julie demeurent sans réponse. Puis un soir, elle dit à Zacharie qu'elle doit l'épouser, sinon elle devra le quitter. Lorsque Julie s'est approchée de Zacharie pour lui parler de mariage, il lui a expliqué qu'il serait confronté à une marée de controverses qu'il ne pourrait jamais surmonter.
Il lui a dit qu'elle serait elle-même aux prises avec des réactions de l'extérieur qui seraient probablement aussi importantes que celles qu'il aurait à affronter de son entourage. Une violente tempête s'abat sur la ville ce soir-là. Julie veut montrer à Zachary que, si elle est capable de surmonter la colère des éléments, il devrait pouvoir en faire autant pour surmonter la désapprobation populaire. Il y a beaucoup de choses que nous faisons par amour. Ça se voit surtout chez les femmes. Nous faisons parfois, par amour, des choses qui ne sont pas très logiques. Mais ces choses nous aident malgré tout à exprimer nos sentiments. Certains disent que tout est possible quand il s'agit d'amour. Mais il arrive qu'on fasse des sottises pour des affaires de cœur. Quand on y repense, 20 ans plus tard, on se demande comment on a pu faire de telles choses. Je crois que Julie était victime de son jeune âge. Elle était jeune et elle n'avait pas vraiment considéré toutes les alternatives. Elle avait probablement, tout simplement voulu lui prouver qu'elle était sérieuse. Julie sort en pleine nuit. Au rez-de-chaussée, Zachary joue aux cartes avec un ami. Quelques heures plus tard, il monte finalement pour aller se coucher. Il est allé dans la chambre pour la rejoindre, mais elle n'était pas là. Il a alors réalisé que ces menaces étaient peut-être réelles. Puis, il est monté sur le toit dans l'espoir de la trouver. Il a couru vers l'escalier et il est sorti en pleine nuit sous la pluie. Et là, il a vu le petit corps recroquevillé et nu de Julie au bord du toit. Tout de suite, il s'est précipité vers elle, les larmes aux yeux, et il a posé la main sur elle. Son corps était froid. Elle était morte. Il lui récite la dernière phrase d'un de ses poèmes. « Lève-toi, ma chérie, ma toute belle, viens avec moi. » Elle lui répond « Suis-moi, Zachary », et il la suit. Il meurt 6 mois plus tard, le cœur brisé. En entendant cette histoire, on serait tenté de dire qu'il faut se méfier des vœux qu'on fait, parce qu'ils pourraient très bien se réaliser. Elle avait voulu son amour éternel, mais peut-être pas de cette façon-là. Emprisonné dans cette maison, le seul endroit où il avait pu s'exprimer librement, cet amour avait des chances de durer toujours. Elle entre dans la maison par ici et elle demeure dans cette chambre. Elle aime beaucoup la chaleur de cette chambre. Julie est une femme qui est morte par amour et cette chambre représente cet amour. C'est là qu'elle se sent le plus confortable. La pièce grise encore le cœur. Elle est toujours imprégnée du bouquet étourdissant de son parfum et de la chaleur enivrante de sa passion. Elle regarde autour et elle pénètre dans la chambre. Elle demeure là parce que c'est un endroit qu'elle aime beaucoup. Cette chambre représente les plus beaux moments de sa vie. Elle était jeune et amoureuse. Il était riche et lui offrait des bijoux, mais tristement, il ne pouvait pas l'épouser. Il y a toujours 2 côtés à une médaille. Julie était-elle une jeune fille follement amoureuse qui est morte par amour, ou était-elle plutôt une femme qui était trop moderne pour son époque? Elle avait eu le courage de s'élever contre de vieux préjugés et la sagesse de comprendre que l'amour réel ne peut jamais mourir. Après la pause, l'histoire d'un bébé du diable. Dieu punirait les parents en punissant leurs enfants. L'amour de sa mère n'est pas suffisant pour le protéger, et aujourd'hui l'esprit de cet enfant hante ses murs. De plus, l'histoire de John Wilkes Booth, le meurtrier le plus célèbre du 19e siècle, devenu célèbre même avant la mort du président qui l'a assassiné. Voici la maison Hall, construite il y a plus de 100 ans pour servir de refuge aux sans-abri des ghettos d'immigrants de Chicago. En 1913, un nouveau-né a été abandonné juste ici.
Certains croient qu'il s'agit d'un enfant du diable, et la rumeur se répand rapidement. Dehors, des gens prétendent l'avoir vu. L'enfant est né difforme, ce qui donne naissance à des rumeurs toujours plus féroces. Certains prétendent qu'il s'agit du diable en personne, une pénitence terrifiante pour les péchés d'un père trop violent. Ses parents vivaient ici à Chicago, sur la rue Taylor, au début du siècle. Les moins fortunés arrivaient ici de tous les coins du monde. Les rues dangereuses du quartier respirent la violence la plus dure. La vie était très difficile dans ce quartier, et je pense qu'elle était encore plus difficile pour les femmes. Le père de l'enfant doit faire un travail pénible pour gagner sa vie, et il est rarement à jeun lorsqu'il rentre chez lui. Nanzia, sa femme, a peur de lui dire qu'elle est enceinte, encore une fois. Comme beaucoup d'autres femmes dans le voisinage, elle craint son mari. Ma grand-mère avait une amie qui s'appelait Nanzia, qu'elle voyait à l'occasion. Elle lui donnait souvent de la nourriture parce que sa famille était très pauvre et qu'elle ignorait tout ce qui se passait dans le quartier. Son mari la battait régulièrement. Nanzia est habituée à recevoir des coups, mais cette fois-ci la violence de l'homme est particulièrement brutale. Il maudit l'enfant qu'elle porte et il la frappe de plus belle. La coutume voulait que les femmes ne parlent pas de cette violence. Elles devaient tout endurer sans rien dire. Les conséquences de cette brutalité sont évidentes à la naissance de l'enfant. Le bébé qu'elle a mis au monde est devenu un bébé du diable. Le démon s'était incarné dans cet enfant qui venait de naître. La sage-femme est la première à répandre les horribles rumeurs. Elle jure devant tous que l'enfant qu'elle a aidé à mettre au monde porte la marque de Satan lui-même. Une pauvreté sans merci venait de faire du nouveau-né une victime comme tant d'autres. Nanzia sait déjà que son enfant handicapé sera condamné à la cruauté de vieilles superstitions. Pour des parents sans argent, un enfant handicapé est une véritable malédiction. La violence de son mari avait causé ces difformités chez le nouveau-né et elle devait maintenant le protéger. Elle a d'abord amené son enfant chez ma grand-mère. Le bébé était peut-être mongol ou quelque chose comme ça. Ces difformités étaient facilement visibles. Sa colonne vertébrale dépassait le bas de son dos de plusieurs centimètres, juste au-dessus des fesses. Ma mère m'a raconté que la chair était rigide. Ce n'était pas une queue comme on voit chez les animaux. Elles ont ensuite conduit le bébé au refuge Hull House. Et là, tout le monde était étonné. Ils l'ont fait entrer et ils l'ont interrogé. Nanzia leur a expliqué que son mari la battait et qu'elle craignait pour sa vie et celle de son enfant. Ils lui ont donc offert de garder son enfant, lui disant qu'il prendrait soin du bébé parce qu'il ne voulait pas que son mari la batte encore une fois. Elle avait réellement peur d'être tuée par son mari. Jane Addams, fondatrice de Hull House, prend la garde de l'enfant, comme elle l'avait fait si souvent auparavant pour des enfants fragiles dont la vie était rongée par la pauvreté. Elle croit qu'il est important de protéger les démunis et un bébé handicapé a certainement besoin de beaucoup de soins. Addams s'était longtemps battue pour l'émancipation des femmes. Et là, elle devait lutter contre des superstitions et des histoires de bonnes femmes qui ne faisaient qu'empirer leur sort. Le combat s'annonçait difficile. Jane Addams abrita maintenant un monstre et les femmes de la rue Taylor voulaient toutes le voir. La grange Joanna Donnelly avait prévenu que le bâtiment allait être brûlé. Selon moi, c'était probablement un accident. Quand on commet une erreur stupide qui détruit des bâtiments, il est souvent plus facile d'inventer une histoire que de blâmer quelqu'un d'autre. Alors que les flammes dévorent la grange des Ryder, la passion populaire dépasse les limites de la raison. Les gens se sont mis à blâmer les Donnelly pour toutes sortes de choses, mais les Donnelly refusaient de quitter les lieux, même s'ils n'avaient aucune chance de gagner contre tous ces gens. Malgré cette colère populaire sans cesse grandissante, les Donnelly refusent de céder. James et Joanna ne quitteraient jamais leur terre. Il était prêt à mourir pour sa terre de rêve. C'est ce qu'il me dit présentement. Il ne pouvait plus reculer, il en était à un point de non-retour. Encore une fois, James Donnelly est traduit en justice dans cette cour de London en Ontario. On l'accuse d'incendie criminel cette fois-ci, et des accusations sont également portées contre Joanna. Et les preuves s'avèrent insuffisantes, et les Donnelly sont libérés. Déçue et furieuse, la nouvelle milice est maintenant décidée à se faire justice elle-même.
Il y a 115 ans, ce vieux bâtiment de ferme était l'école Cedar Swamps. Une maison d'éducation le jour, mais ils se sont battus avec acharnement pour vivre ensemble. Un endroit où, encore aujourd'hui, cette jeune femme hante la maison où elle avait vécu une passion clandestine. Elle était belle. Sa peau était satinée et ses cheveux sentaient le printemps. Elle s'appelait Julie, et comme la Juliette de Shakespeare, elle est morte pour l'homme qu'elle aimait. La tragédie a eu lieu dans cette maison de la Nouvelle-Orléans en 1829. Julie est une jeune femme de race noire, l'homme qu'elle aime est de race blanche. Leur passion ne peut s'exprimer librement que derrière des portes closes. Mais cette passion, elle est être éternelle. Aujourd'hui, l'esprit de Julie hante encore cette maison, l'endroit même où elle avait livré son cœur. Carrie Roy, une voyante, peut sentir son bonheur. Elle était jeune et elle était amoureuse. Elle n'avait pas envie d'aller ailleurs. Les esprits sont comme les gens ordinaires et ils demeurent là où ils se sentent bien. En 1830, la Nouvelle-Orléans était réputée pour ses nombreux plaisirs sensuels. C'était un endroit où les gens se mêlaient les uns aux autres, des Français, des Anglais, des Noirs, des Blancs. C'était aussi un endroit où les passions clandestines étaient très fréquentes. Les femmes les plus exotiques, comme Julie, étaient surnommées sœurs. Seuls les amis et la parenté immédiate peuvent y pénétrer. La maison dégage une sorte de chaos, une sorte de crainte des événements à venir et de leurs conclusions. On a l'impression que tout est hors de contrôle. Toute la maison est imprégnée de ce genre d'énergie. Le père John Connolly, un prêtre des environs, connaissait toutes les légendes entourant les Donnelly et il avait son opinion sur toutes ces histoires. On raconte que le père Connolly avait dit un jour que Jim Donnelly était le pire démon qu'il avait jamais rencontré, que Johanna Donnelly était possédée du diable et qu'un jour elle allait mourir dans un fossé. En chair, le père Connolly excite les passions qui allaient sceller la destinée des Donnelly. Il demande à ses fidèles de se regrouper et de chasser le diable de sa paroisse. Il va même jusqu'à leur offrir des cris de ralliement. Bill Ryder est un descendant d'un des membres de cette milice d'épuration. Il y a 115 ans, à cet endroit précis, on a incendié la grange de sa famille. Et tout comme ses ancêtres avant lui, il croit que les Donnelly sont responsables de l'incendie. La veille même de l'incendie de la grange, Johanna Donnelly avait prévenu que le bâtiment allait être brûlé. Peut-être réel. Puis, il est monté sur le toit dans l'espoir de la trouver. Il a couru vers l'escalier et il est sorti en pleine nuit sous la pluie. Et là, il a vu le petit corps recroquevillé et nu de Julie au bord du toit. Tout de suite, il s'est précipité vers elle, les larmes aux yeux, et il a posé la main sur elle. Son corps était froid. Elle était morte. Il lui récite la dernière phrase d'un de ses poèmes. « Lève-toi, ma chérie, ma toute belle, viens avec moi. » Elle lui répond « Suis-moi, Zacharie », et il la suit. Il meurt 6 mois plus tard, le cœur brisé. En entendant cette histoire, on serait tenté de dire qu'il faut se méfier des vœux qu'on fait, parce qu'ils pourraient très bien se réaliser. Elle avait voulu son amour éternel, mais peut-être pas de cette façon-là. Emprisonné dans cette maison, le seul endroit où il avait pu s'exprimer librement, cet amour avait des chances de durer toujours. Pendre les horribles rumeurs. Elle jure devant tous que l'enfant qu'elle a aidé à mettre au monde porte la marque de Satan lui-même. Une pauvreté sans merci venait de faire du nouveau-né une victime comme tant d'autres. Nanzia sait déjà que son enfant handicapé sera condamné à la cruauté de vieilles superstitions. Pour des parents sans argent, un enfant handicapé est une véritable malédiction. La violence de son mari avait causé ces difformités chez le nouveau-né et elle devait maintenant le protéger. Elle a d'abord amené son enfant chez ma grand-mère. Le bébé était peut-être mongol ou quelque chose comme ça. Ces difformités étaient facilement visibles.
Sa colonne vertébrale dépassait le bas de son dos de plusieurs centimètres, juste au-dessus des fesses. Ma mère m'a raconté que la chair était rigide. Ce n'était pas une queue comme on voit chez les animaux. Elles ont ensuite conduit le bébé au refuge Hull House. Et là, tout le monde était étonné. Ils l'ont fait entrer et ils l'ont interrogé. Nandia leur a expliqué que son mari la battait et qu'elle craignait pour sa vie et celle de son enfant. Ils lui ont donc offert de garder son enfant, lui disant qu'il prendrait soin du bébé parce qu'il ne voulait pas que son mari la batte encore une fois. Elle avait réellement peur d'être tuée par son mari. Jane Addams, fondatrice de Hull House, prend la garde de l'enfant, comme elle l'avait fait si souvent. Au retour de la pause, nous verrons comment l'argent et les différences raciales peuvent séparer des gens qui s'aiment. Est-ce que le désir et la passion de Julie vivent toujours dans cette maison? Personne sur Terre ne peut aider Julie. Elle se tourne donc vers les forces de l'au-delà. Elle sent qu'elle a besoin de forces magiques pour conquérir Zachary. Voici le tombeau de Marie Laveau. Il y a 160 ans, elle était surnommée la reine voodoo de la Nouvelle-Orléans. Voodoo Margaret est la descendante spirituelle de Marie Laveau. Julie voulait être l'épouse de Zachary et non pas sa maîtresse. Julie visite la femme au milieu de la nuit en quête de magie voodoo. Julie était désespérée. Elle voulait demander l'aide de Marie Laveau. Elle lui a dit que Zachary et elle s'aimaient beaucoup, mais qu'il ne pouvait lui exprimer son amour librement. Elle disait qu'il l'aimait beaucoup, mais qu'elle avait besoin de plus. Marie a tenté de réassurer Julie en lui donnant quelque chose qui allait l'aider à conquérir Zachary et en lui promettant qu'ils seraient très heureux ensemble. Avec tous les... La division de leur terre est comme un coup de glaive au cœur. Elle rappelle les injustices de l'Irlande. Les Donnelly se sont exploités et ils veulent se venger. Ils étaient tenaces et ils n'avaient pas peur de se battre pour survivre. Ils voulaient une certaine qualité de vie et ils étaient prêts à tout pour l'obtenir. James Donnelly subit ensuite les provocations de Patrick Farrell, son ennemi. Farrell voulait le chasser de ce qui lui restait de sa terre. Donnelly explose de colère et il se bat avec la rage des gens dérobés de leurs possessions. Dans le feu de l'action, hors de lui, il se venge finalement de son rival. Il tue Farrell. Pour la première fois, du sang était répandu dans cette querelle. Et ce n'est qu'un début. Au palais de justice de London, en Ontario, James Donnelly est finalement reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Mais certaines personnes s'élèvent contre le jugement de la Cour. Très rapidement, pendant que Donnelly attend son rendez-vous fatal avec le bourreau, un nombre incroyable de gens signent une pétition demandant la clémence des autorités. Sa sentence est retardée de 7 ans, qu'il doit passer dans une cellule aux dimensions d'un véritable cercueil. Brise encore le cœur. Elle est toujours imprégnée du bouquet étourdissant de son parfum et de la chaleur enivrante de sa passion. Elle regarde autour et elle pénètre dans la chambre. Elle demeure là parce que c'est un endroit qu'elle aime beaucoup. Cette chambre représente les plus beaux moments de sa vie. Elle était jeune et amoureuse. Il était riche et lui offrait des bijoux, mais tristement, il ne pouvait pas l'épouser. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Julie était-elle une jeune fille follement amoureuse qui est morte par amour? Ou était-elle plutôt une femme qui était trop moderne pour son époque? Elle avait eu le courage de s'élever contre de vieux préjugés et la sagesse de comprendre que l'amour réel ne peut jamais mourir. Après la pause, l'histoire d'un bébé du diable. Dieu punirait les parents en punissant leurs enfants. L'amour de sa mère n'est pas suffisant pour le protéger, et aujourd'hui l'esprit de cet enfant hante ses murs. De plus, l'histoire de John Wilkes Booth, le meurtrier le plus célèbre du 19e siècle, devenu célèbre même avant la mort du président qui l'a assassiné. Voici la maison Hall, construite il y a plus de 100 ans pour servir de refuge aux sans-abri des ghettos d'immigrants de Chicago. En 1913, un nouveau-né a été abandonné juste ici. Certains croient qu'ils s'est donné les sont libérés.
Déçue et furieuse, la nouvelle milice est maintenant décidée à se faire justice elle-même. Il y a 115 ans, ce vieux bâtiment de ferme était l'école Cedar Swamps. Une maison d'éducation le jour, mais le berceau de nombreux complots durant la nuit. C'était le refuge préféré de la nouvelle milice. Le 3 février 1880, John Ryder, mon arrière-grand-père, a rencontré ses collègues de la milice ici, et tous ensemble, ils ont décidé de se faire justice et de se venger des Donnelly en obtenant des aveux signés. Ils se sont réunis ici, ils ont bu quelques verres et ils ont emprunté le chemin Roman pour aller visiter les Donnelly. Les ancêtres de Bill Ryder étaient maintenant emportés par une fièvre de passion qui allait les conduire ici, l'emplacement original de la maison des Donnelly. Ils avaient le sentiment que leur gagne-pain était menacé et pour eux, c'était la seule façon d'éliminer la menace. Les gens se faisaient justice eux-mêmes. C'était leur façon d'obtenir justice. Alors que les forces du mal se réunissent, la colère gronde de plus en plus fort. Les colons et les voisins avaient désormais pris parti dans le débat. La folie prenait une ampleur inévitable. Le drame approchait de son dénouement. Puis le soir du 3 février 1880, une trentaine d'hommes se réunissent ici. Je ne suis pas un partisan des Donnelly, mais je crois que le temps est venu de les laisser dormir en paix et de pardonner à ceux qui se sont sentis justifiés de les attaquer. La paix de l'esprit est une chose très importante pour tous les Irlandais. Un descendant des Donnelly a planté 5 arbres à la mémoire des morts. 2 de ces arbres sont encore là. Comme James et Joanna, ils se nourrissent de cette terre unique. Ils y sont solidement enracinés. Il y a eu des fois où j'étais assis seul ici, dans la maison, à lire calmement, et où j'entendais quelqu'un marcher sur le balcon. J'entendais des bruits de pas à l'extérieur, puis ces bruits traversaient le seuil de la porte. Je me levais pour essayer de savoir ce qui se passait et voir si quelqu'un était là. Je traversais la maison, ici, et je ne trouvais jamais personne. Je ne savais pas ce qui se passait, mais je sentais clairement qu'il y avait quelque chose qui faisait ces bruits. Les flammes de l'enfer sont souvent provoquées par la peur ou par des rumeurs de toutes sortes. En réalité, seule la compassion humaine peut réellement nous sauver. Dans un moment, nous retournerons à une époque où un homme riche Il y a vraiment une présence importante dans cette grange. L'esprit me dit que la grange était un vieux rêve pour lui, que tout le rêve et leurs efforts sont enfouis dans ce sol. Il dit qu'ils ont travaillé sans relâche pour exploiter cette terre. Mais James et Joanna sont bafoués. Leurs propriétaires n'acceptent de leur vendre que la moitié de la terre promise, seulement la moitié de la terre dans laquelle ils avaient investi tant de sueur et de sang. La propriété qui devait être à eux est divisée le long de cette ligne. La portion cultivée leur est enlevée, mais donnée à un voisin nommé Patrick Farrell. Cette division de leur terre est comme un coup de glaive au cœur. Elle rappelle les injustices de l'Irlande. Les Donnelly se sont exploités et ils veulent se venger. Ils étaient tenaces et ils n'avaient pas peur de se battre pour survivre. Ils voulaient une certaine qualité de vie et ils étaient prêts à tout pour l'obtenir. James Donnelly subit ensuite les provocations de Patrick Farrell, son ennemi. Farrell voulait le chasser de ce qui lui restait de sa terre. Donnelly explose de colère et il se bat avec la rage des gens dérobés de leurs possessions. Brûlés. Selon moi, c'était probablement un accident. Quand on commet une erreur stupide qui détruit des bâtiments, il est souvent plus facile d'inventer une histoire que de blâmer quelqu'un d'autre. Alors que les flammes dévorent la grange des Ryder, la passion populaire dépasse les limites de la raison. Les gens se sont mis à blâmer les Donnelly pour toutes sortes de choses, mais les Donnelly refusaient de quitter les lieux, même s'ils n'avaient aucune chance de gagner contre tous ces gens. Malgré cette colère populaire sans cesse grandissante, les Donnelly refusent de céder. James et Joanna ne quitteraient jamais leur terre. Il était prêt à mourir pour sa terre de rêve. C'est ce qu'il me dit présentement. Il ne pouvait plus reculer, il en était à un point de non-retour.
Encore une fois, James Donnelly est traduit en justice dans cette cour de London en Ontario. On l'accuse d'incendie criminel cette fois-ci, et des accusations sont également portées contre Joanna. Et les preuves s'avèrent insuffisantes, et les Donnelly sont libérés. Déçue et furieuse, la nouvelle milice est maintenant décidée à se faire justice elle-même. Il y a 115 ans, ce vieux bâtiment de ferme était l'école Cedar Swamps. Une maison d'éducation le jour, mais le berceau de nombreux complots durant la nuit. C'était le reflet de cette querelle. Et ce n'est qu'un début. Au palais de justice de London, en Ontario, James Donnelly est finalement reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Mais certaines personnes s'élèvent contre le jugement de la cour. Très rapidement, pendant que Donnelly attend son rendez-vous fatal avec le bourreau, un nombre incroyable de gens signent une pétition demandant la clémence des autorités. Sa sentence est retardée de 7 ans qu'il doit passer dans une cellule aux dimensions d'un véritable cercueil. Comme cette ligne qui avait divisé sa terre, la querelle des Donnelly divisait maintenant la communauté. Chaque famille se range d'un côté du débat, transformant ainsi de vieilles amitiés en de nouvelles querelles. Et pendant ce temps, seule sur Terre, Joanna doit élever ses enfants. C'était une femme exceptionnelle qui était très déterminée. J'ignore comment elle a fait, mais elle a réussi à s'accrocher et à conserver sa ferme. Joanna traverse des années très difficiles. Très vite, son cœur se change en pierre. Alors que leur père moisit en prison, les jeunes Donnelly sont constamment victimes des plaisanteries cruelles de leur entourage.